Planifier un projet est une opération délicate parce que c'est bien connu, tous les projets sont systématiquement en retard. Alors pourquoi est-ce si difficile? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on réalise un projet pour la première fois, il est très difficile d'anticiper le temps qui sera nécessaire pour chaque étape. Et puis si ce type de projet se répète, forcément, avec le gain d'expérience, la fois suivante, nous saurons être bien plus précis dans la planification. Par exemple, si pour la première fois vous êtes amené à développer un site web pour un client, vous aurez beaucoup de difficultés à savoir exactement combien de temps cela va vous prendre. Combien de temps sera nécessaire au graphiste, combien de temps sera nécessaire à l'ensemble de l'équipe. Si vous travaillez dans une agence de communication web qui au quotidien réalise des sites web pour ses clients, vous voyez bien que le gain d'expérience fera que vous saurez évaluer les délais de manière bien plus juste. Néanmoins, il y a régulièrement des événements inattendus qui risquent de perturber notre planification. Aussi, la planification est une étape préalable au projet et puis c'est également le bon moyen de suivre au fil de l'avancement du projet que nous sommes dans les temps et que donc nous allons respecter nos délais en bout de course. En quoi consiste cette planification? Il en existe plusieurs. Par exemple, on peut réaliser un rétro-planning. Qu'est-ce qu'un rétro-planning? Eh bien, on va partir de la date butoir. Mon client souhaite disposer de son site web, par exemple, pour la rentrée de septembre. Il faut donc que je lui livre au plus tard au mois d'août. Et vous anticipez, oui, les congés, etc. Donc, je vais peut-être, moi, me fixer une date de fin juillet. Et à partir de cette date de fin juillet, eh bien, je vais partir en sens inverse pour voir à quelle date mon projet doit débuter pour pouvoir, au plus tard, pour pouvoir réussir à tenir ce délai qui est le délai de fin juillet promis à mon client. Ça, c'est le rétro-planning, mais bien entendu, on peut également de partir de la date d'aujourd'hui et se dire, eh bien, dans ce type de projet, voilà combien de temps je vais avoir besoin pour la définition, le montage, la réalisation, la clôture, et de ce fait, je pourrais vous livrer le projet dans, par exemple, 4 mois. La deuxième manière de planifier, donc nous avons d'abord vu dans quel sens on va planifier, est-ce que ce sera plutôt via un rétro-planning ou via une planification chronologique. Ensuite, c'est le niveau de détail qui va nous intéresser. Très souvent, pour débuter un projet, pour avoir une idée des délais généraux, on va travailler sur un macro-planning. C'est-à-dire que l'on va reprendre le cycle de vie du projet, les grandes étapes, et on va mesurer pour chacune de ces grandes étapes, donner un nombre de jours approximatif, ce qui va nous permettre de déterminer un délai global de manière générale. C'est le macro-planning. Bien entendu, ce macro-planning n'est pas suffisant pour que chacun des intervenants du projet sache à quel moment il doit intervenir. Et donc, on est également amené, un peu plus tard dans le projet, à réaliser une planification détaillée qui va permettre à chaque acteur d'être bien positionné à l'intérieur de notre planification. Mis à part le niveau de détail, il y a également la manière dont on va ordonnancer nos activités. Est-ce qu'on va plutôt les ordonnancer les unes derrière les autres, à savoir en cascade, ou alors est-ce que l'on va plutôt les ordonnancer les unes en parallèle des autres, à savoir ce qui s'appelle l'ingénierie simultanée? Voilà un exemple. Je reprends le cycle de vie de mon projet de développement de site internet. Vous voyez bien qu'ici, j'ai des étapes qui se succèdent en cascade, c'est-à-dire les unes derrière les autres. Et il est fort probable qu'à chaque passage d'étape, nous aurons un jalon, c'est-à-dire une réunion avec le comité de pilotage, le client, qui validera que l'on a finalisé l'étape précédente et que l'on peut maintenant passer à l'étape suivante. Cette planification en cascade a comme inconvénient finalement d'être plutôt de la coopération que vraiment du travail collaboratif. C'est-à-dire que chaque personne va se passer le relais
plutôt que de collaborer tous ensemble en même temps sur la réalisation concrète. Ici, par exemple, les personnes qui vont s'occuper du graphisme, ils vont s'en occuper à un moment très précis et ils ne vont pas forcément travailler en collaboration avec les personnes qui se chargeront ensuite d'intégrer les visuels sur le site web. Donc effectivement, cette approche en cascade, c'est une approche traditionnelle et classique de la gestion de projet, mais elle a certains inconvénients. Le fait que le projet dure globalement plus longtemps, que les acteurs ne travaillent pas forcément en même temps, mais se passent plutôt le relais. L'avantage, par contre, c'est qu'elle est vraiment très bien structurée et extrêmement claire. L'ingénierie simultanée, toujours dans notre exemple de site web, ça pourrait être dans la phase de réalisation de notre site web, de nous dire qu'en fait, nous allons travailler en même temps sur le maquettage, la rédaction, le graphisme, l'intégration sur le site web et la validation au fur et à mesure par le client. Par exemple, on travaillera sur un premier lot qui est la page d'accueil, où l'on passera par ces 4 étapes. Dès que l'on pourra, on passera en même temps, en parallèle, sur le lot 2, qui va être la conception des pages produits et le développement des pages produits. Puis le lot 3 sur le panier et la commande, dans le cas d'un site internet dédié au e-commerce. Vous voyez que dans ce cadre-là, la collaboration est favorisée puisque les différents acteurs vont travailler en même temps sur le site web, certes sur des lots différents. Il y aura également un gain d'expérience très intéressant, c'est-à-dire que, si l'on s'aperçoit au moment du développement de la page d'accueil de nouvelles exigences du client ou de choses qui n'ont pas forcément été bien définies au départ, on pourra tout de suite corriger pour les pages produits et pour la page panier, page commande. On ne s'en apercevra pas, in fine, une fois l'étape terminée. L'ingénierie simultanée correspond aux méthodes agiles. Les méthodes agiles vont permettre de découper le projet en petits lots de travail et chacun de ces petits lots va être mené les uns derrière les autres et cela va nous permettre effectivement de faire aboutir le projet, de voir notre site web se constituer progressivement et pouvoir être validé par le client au fur et à mesure. Alors, on ne peut pas parler de planification sans parler de 2 outils essentiels de gestion de projet. Le premier, c'est le réseau PERT. Le réseau PERT, c'est un modèle de planification qui a été mis au point par l'armée américaine au moment de la guerre froide pour optimiser les délais globaux d'un projet complexe. Alors, si le projet est simple, on ne fait pas de réseau PERT, mais dès que l'on va être sur des projets complexes avec de multiples intervenants, beaucoup d'étapes, ce réseau PERT va nous permettre vraiment d'optimiser les délais au maximum. Comment il se passe concrètement? Vous voyez que l'on va partir sur chaque étape, début A, B, C, etc. On va noter entre chaque étape les délais nécessaires. Et dans ce réseau, juste en dessous du nom de l'étape, on va avoir dans la première case la date de début au plus tôt. C'est-à-dire, au plus tôt, si l'étape précédente a été faite dans les temps, voilà à quelle date il faut commencer. Dans la case d'à côté, nous aurons la date de début de l'étape, mais au plus tard. Au plus tard, cela signifie que l'on a une petite marge de manœuvre. D'accord? Vous voyez bien, par exemple, pour l'étape B, on pourra la réaliser, cette étape B, entre le 3e et le 5e jour du projet. On pourra la démarrer entre le 3e et le 5e jour du projet, sans mettre en péril la durée globale du projet, qui ici, pour l'exemple, est très simple, serait de 8 jours. Par contre, vous voyez que les étapes C, les étapes D, ont exactement la même date de début au plus tôt et de début au plus tard. Ces étapes font partie de ce que l'on appelle le chemin critique. Si on prend du retard sur l'étape C, automatiquement notre date de fin de projet sera repoussée. Donc le réseau PERT, 2 usages. Le premier, optimiser les délais globaux du projet. Le deuxième, pouvoir voir facilement quelles sont les étapes qui font partie du chemin critique, puisque ce sont celles qui ont la même date au plus tôt et au plus tard. Le deuxième outil très connu de gestion de projet est le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt consiste à présenter le projet sous forme de barres.
Ces barres vont correspondre, la longueur de ces barres va correspondre au temps nécessaire pour réaliser la tâche. On va donc lister les actions et noter et indiquer dans chacune de ces barres les durées. Les tâches sont reliées entre elles et vous voyez des flèches rouges par des liens de cause à effet. On saura par exemple qu'il faut avoir terminé l'action 1 pour commencer l'action 2, fini l'action 2 pour commencer l'action 3. Là vous voyez on est dans une approche en cascade. Deux usages également à ce diagramme de Gantt. Un usage prévisionnel qui va nous permettre en fait d'affecter des ressources sur chaque tâche et de voir précisément à quel moment du calendrier ces ressources vont être mobilisées. Deuxième usage du diagramme de Gantt, c'est le suivi. Vous voyez que l'action 2, elle est partiellement réalisée puisqu'on fait passer la barre en vert progressivement pour indiquer le niveau d'avancement. Lorsque l'on utilise un logiciel de gestion de projet, le grand intérêt, c'est que lorsque nous sommes en retard, par exemple, admettons que nous soyons en retard sur l'action 2, simplement en décalant cette action 2, l'ensemble des tâches qui vont suivre vont se décaler automatiquement et ce qui nous donnera de nouveau une nouvelle allocation des ressources de manière très simple.